Désolé pour l'intro années 80, mais bon, c'est pour nous mettre dans l'ambiance, hein, puisque les années 80-90, ce sont les années où les synthés ont dominé le monde de la pop, les années de gloire donc de la synthèse musicale. Et donc cette vidéo va traiter de l'histoire de cette synthèse musicale et des principales étapes qui ont jalonné cette histoire. Bon, c'est une vidéo relativement longue, donc je ne vais pas parler de l'histoire des pianos électriques, ni des boîtes à rythme, ni même des sampleurs, parce qu'on y passerait des heures, voire des jours entiers. Je ne parlerai probablement pas non plus de votre synthé préféré et favori. Par exemple, je ne parlerai pas du Wasp 2DP, qui pourtant a été le synthé utilisé par Eurythmics pour leur tube des années 80, Sweet Dreams. On va plutôt se concentrer sur les synthétiseurs qui ont constitué les principales étapes de cette histoire de la synthèse musicale et également des techniques de synthèse qu'ils ont utilisées. Pour les mêmes raisons, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails techniques. Bon, je vais vous donner les bases simplement, et pour ceux que ça intéresse, ensuite, j'ai fait quelques petites vidéos dans cette playlist qui sont beaucoup plus courtes et qui traitent de ces sujets plus techniques. En tout cas, je crois et j'espère que cette vidéo vous donnera une bonne vue globale sur l'histoire de la synthèse musicale et ce qui l'a amené là où elle en est aujourd'hui. Bien, ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, les premiers synthétiseurs ont été inventés il y a 2300 ans. Enfin, un peu plus même. Et oui, les orgues, en fait, ce sont les premiers synthétiseurs. Et ces premiers synthétiseurs ont été inventés par les Grecs, et on verra tout à l'heure pourquoi je les considère comme des synthétiseurs. Au départ, on utilisait de l'eau qui était pompée pour uniformiser la pression de l'air envoyé dans les tuyaux, et le son ressemblait à ça. Bon, petit à petit, les technologies ont évolué. Bon, ça allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Mais disons qu'au bout d'environ 18 siècles, les orgues sont arrivés là où on les connaît aujourd'hui, dans les cathédrales et les églises, par exemple. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle d'orgue dans une vidéo sur les synthétiseurs ? Eh bien, en fait, on va voir que les orgues utilisent deux grands principes qui sont caractéristiques des synthétiseurs. Le premier principe est de pouvoir mélanger des sons de base, correspondent en fait aux différents tuyaux, pour créer des sons beaucoup plus complexes et surtout variés. Le deuxième principe est de pouvoir sauvegarder et retrouver ces sons en tirant ou en poussant sur des boutons, peu importe, comme vous allez le voir dans la petite vidéo qui suit. C'est le cockpit ici. Donc en fait, c'est-à-dire que je peux présélectionner les jeux préalablement enregistrés comme ça, voilà, et j'appuie sur un bouton, ça me permet de retrouver des sonorités différentes selon les cas, entre ça ou bien ça. Voilà, alors si on regarde le principe de fonctionnement, quand on appuie sur une touche, eh bien en fonction des petites tirettes là qu'on appelle des tirants de registre, on va pouvoir faire passer l'air dans un ou plusieurs tuyaux et on va pouvoir sélectionner ces tuyaux, ce qui est exactement le même principe que la synthèse additive dans les synthétiseurs modernes. Mais donc, pour pouvoir recréer ces sons et donc ces timbres d'instruments avec des notes particulières, on a besoin d'un petit peu de théorie. Bon, ça va pas durer longtemps, je vous rassure, et ça va être très simple, mais on a besoin de ces bases pour bien comprendre ce qui se passe et comment on va pouvoir, avec des synthétiseurs, recréer des notes et des timbres. Alors, d'abord, les bases. Qu'est-ce que c'est que le son ? Le son, c'est une histoire de vibration. C'est-à-dire que je vais faire vibrer mes cordes vocales, ça va pousser et tirer de l'air qui va sortir et rentrer dans ma bouche, et ces vibrations de l'air vont arriver sur le tympan d'un auditeur qui va donc transformer ça en courant électrique, ça va aller dans le cerveau, et ensuite, l'auditeur, il va entendre ce que j'ai dit. Tout ça, c'est ce qu'on reproduit avec un haut-parleur et un micro. La membrane du haut-parleur va vibrer, et donc va faire vibrer l'air de proche en proche jusqu'à la membrane du microphone qui lui-même va transformer ça en courant électrique qui va suivre les vibrations de l'air. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une vibration ? La vibration, c'est juste la répétition du même mouvement tel qu'on le voit ici sur cette animation d'une membrane dont le centre suit un mouvement de gauche à droite puis de droite à gauche, et si ce mouvement se répète, c'est-à-dire qu'il revient au même endroit une fois par seconde, on dira que la membrane vibre à une fréquence de 1 Hz. Si ça va 2 fois plus vite, ça sera 2 Hz, etc., etc. Et cette notion de répétition d'un mouvement de manière régulière, c'est très important. C'est ce qu'on appelle en maths une fonction périodique.
Si vous regardez le point bleu là en haut de cette animation qui bouge de gauche à droite et de droite à gauche, ça représente en gros le centre de la membrane qui vibre, et ça correspond précisément au mouvement d'un point qui se déplace sur le périmètre d'un cercle, qui est pointé ici par une flèche. Et si vous regardez le point qui bouge à l'intérieur du cercle, ça correspond à ce qu'on appelle en maths le sinus d'un angle. C'est en fait le sinus de l'angle de cette flèche qui pointe sur le point qui bouge par rapport à l'horizontale. Et comme ce point va forcément, puisqu'il est sur un cercle, va périodiquement se retrouver au même endroit, ça nous permet de faire correspondre le sinus de l'angle avec la courbe qu'on voit sur la gauche. Et c'est la raison pour laquelle on va appeler cette courbe une sinusoïde. Et donc, pour résumer, cette sinusoïde va représenter un mouvement qui se répète de manière très régulière. Et comme cette fonction représente le mouvement de la membrane, ça va nous permettre d'énoncer la première règle qu'on va utiliser pour générer des sons. Et cette règle, elle nous dit que si on génère un courant, alors ça peut être un courant d'air comme pour les orgues ou un courant électrique comme pour les synthés électroniques, si on génère un courant donc qui suit ces courbes là qu'on vient de voir, les sinusoïdes, pour faire vibrer des matériaux, par exemple un tuyau pour un orgue ou une membrane de haut-parleur, etc., et ben grâce à ça, on va pouvoir générer des sons. Bon, mais si on génère des vibrations qui correspondent à ce mouvement très régulier de la sinusoïde, certes, on va obtenir un son très pur, mais en même temps, ça va être un son qui va être très ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe si on veut créer un son qui soit beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant? C'est là qu'on a besoin de la deuxième règle. Et cette règle numéro 2 a été énoncée par un physicien du nom de Fourier en 1822, qui nous dit la chose suivante. Tout signal périodique est égal à la somme de sinusoïdes, dont les fréquences sont des multiples de la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, c'est la fréquence principale de la sinusoïde qui va déterminer la hauteur de la note. Autrement dit, dans un son plus complexe comme pour un instrument de musique, il va y avoir une sinusoïde qui va déterminer la fréquence de la note de l'instrument et plein d'autres sinusoïdes qui vont venir s'ajouter à ça, qui vont donner le timbre de l'instrument. Et ces sinusoïdes ont la particularité d'avoir des fréquences qui sont des multiples de la fréquence de la note, c'est-à-dire 2 fois la fréquence, 3 fois la fréquence, 4 fois la fréquence, etc. Bon, mais assez de blabla théorique, maintenant passons à la pratique. Voilà, donc là, on a entendu des sons de sinusoïdes purs. Voyons ce qui se passe pour des sons plus complexes. Et donc, avec un son plus complexe en dents de scie, on a bien la sinusoïde de la fondamentale à 110 Hz, qui nous donne la note qui est un La. Et donc ensuite, les harmoniques avec des fréquences multiples de la note, donc à 220, 330, 440, 550, etc., qui donnent le timbre du son, en l'occurrence du son de dents de scie. Maintenant, que se passe-t-il si on retire certaines de ces harmoniques? Par exemple, les harmoniques paires, on retire le 220, le 440, etc. Et bien à ce moment-là, on va obtenir ce qu'on appelle un signal carré, qui lui va n'avoir que des harmoniques impaires. Bon, là, il y a un petit peu plus d'harmonique, mais c'est parce que le signal n'est pas un signal carré pur, et c'est d'ailleurs voulu, mais ça, on y reviendra plus tard. D'autre part, ce son, le son du signal carré, est un son que vous avez peut-être reconnu, que vous avez peut-être déjà entendu quelque part. En fait, c'est le son des premiers jeux vidéo, parce que c'était très simple de générer ce son, vu qu'il y a 2 états, un haut et bas, et qu'on répète cet état pour donner la fréquence de la note. Bon, là donc on était avec des sons relativement basiques, voyons ce qui se passe avec de vrais instruments, par exemple un piano. Comme prévu par Fourier, on a bien la fréquence de la note fondamentale et les harmoniques derrière. Voyons ce qui se passe pour une flûte par exemple. Comme vous avez pu le constater, le son de la flûte contient moins d'harmoniques et c'est pour ça qu'on dit que le son du piano est plus riche. Bon, il est maintenant temps de revenir à notre histoire des synthés électroniques. Tout a commencé avec un russe qui s'appelait Lev Theremin.
ou Léon Térémine, si vous préférez. Térémine était un ingénieur passionné par toutes les applications électriques ou voire électroniques, ce qui était vraiment très novateur à l'époque. Et en particulier, il travaillait sur un détecteur de mouvement qui émettait un son quand il détectait du mouvement. Et il remarqua un jour que quand il approchait sa main de l'appareil, la tonalité changeait de fréquence. C'est-à-dire que la hauteur de la note changeait. Et cela lui donna l'idée de créer un instrument musical qui suivrait ce principe. Et il eut quand même un certain succès parce qu'il fut amené un jour à présenter son appareil, son instrument, à Vladimir Lénine. Ouais, vous savez, celui qui a créé l'URSS. Et du coup, Lénine, qui avait été très impressionné par la démo, décida de l'envoyer un peu partout dans le monde pour montrer la suprématie de l'URSS en termes de technologie. Mais on reparlera de tout ça dans quelques minutes. Cet instrument, créé donc en 1920 et appelé de manière très appropriée le térémine, utilisait une antenne pour faire varier la fréquence d'un oscillateur électronique, et donc la hauteur d'une note, et une autre antenne pour faire varier son amplitude, c'est-à-dire le volume du son. Il était essentiellement joué par des femmes, telles que la virtuose Clara Rockmore, parce que le son rappelait un peu celui d'une chanteuse d'opéra. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que c'était très très délicat et qu'il fallait une précision absolument extrême pour arriver à en jouer. Regardez et écoutez cette démonstration par la grande violoniste hongroise Katika Ileni, qui joue une musique d'Ennio Morricone avec un orchestre symphonique. Regardez la précision de ses gestes. Très impressionnant. Et comme on va le voir, cet instrument a eu un impact énorme sur l'histoire de la synthèse musicale. Mais ne brûlons pas les étapes. L'électricité et sa petite sœur l'électronique ont eu un gros impact sur plein d'inventeurs de l'époque. Les ondes Martenot, par exemple, ont été créées par un inventeur français qui travaillait pendant la Première Guerre mondiale en tant qu'opérateur radio et qui a développé un appareil donc, qui s'appelle les ondes Martenot grâce à son expérience sur les oscillateurs radio militaires. Cet appareil avait d'ailleurs été utilisé par Maurice Jarre dans le film Laurence d'Arabie et ça sonnait comme ça. Un autre instrument, le Trautonium, a été inventé par l'allemand Friedrich Trautwein, qui, avec son ami Oskar Sala, a apporté des concepts très intéressants au synthé, tels que le bruit blanc, les sous-harmoniques, la synthèse soustractive, des concepts qui sont encore utilisés dans les synthés modernes. Le Trautonium est connu pour avoir été utilisé pour créer le son des oiseaux dans le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, et ça sonnait comme ça. De nombreux autres instruments électroniques ont été inventés à cette époque, parce que l'électricité et l'électronique, c'était vraiment des technologies très inspirantes pour les inventeurs de l'époque. Mais pendant ce temps-là, d'autres grands inventeurs travaillaient sur des instruments qui, eux, utilisaient de la mécanique pure et dure avec éventuellement un peu d'électricité. Ces nouveaux instruments ont eu une influence non négligeable sur les synthétiseurs futurs. Et même s'ils n'utilisaient pas de composants électroniques, ces inventeurs étaient très astucieux pour l'utilisation de parties mécaniques et électriques qu'ils combinaient pour créer ces nouveaux instruments, en particulier pour adapter par exemple une interface comme celle d'un clavier de piano ou d'orgue. Parmi tous ces instruments, l'orgamon est probablement le plus populaire des instruments vendus à l'époque, avec entre 2 et 6 millions d'unités vendues selon les sources, et d'ailleurs il continue à être vendu encore aujourd'hui. L'orgamon était basé sur une invention qui datait de plus de 40 ans, qui s'appelait le telharmonium, qui était un instrument incroyable, spécialement par sa taille et son poids.
Le principe de base de cette technologie consistait dans l'utilisation de petites roues d'engrenage qu'on appelait des roues phoniques. Ces roues avaient donc un ensemble de dents sur leur périphérie et en fonction du nombre des dents et de la vitesse à laquelle la roue tournait, en la plaçant près d'un aimant qui lui-même bougeait à l'intérieur d'une bobine électromagnétique, on arrivait à générer des fréquences de courant électrique qui donc pouvaient se traduire par du son. Cet instrument pouvait donc générer de la musique en temps réel qui ensuite était distribuée vers des auditeurs à travers des lignes téléphoniques, qui était quelque chose de relativement nouveau à l'époque, et donc ce qui constituait la première expérience de streaming. Voici ce à quoi ressemblait le télarmonium. Enfin, une partie du télarmonium. Parce que l'autre partie, c'était ça, de l'autre côté du mur. Oui, ce petit instrument pesait à peu près 200 tonnes et on peut dire que c'était pas vraiment un instrument portable. Et donc, une quarantaine d'années plus tard, un Américain qui s'appelait Lawrence Hammond utilisa le même principe, mais évidemment à une échelle beaucoup plus petite, et créa le fameux orgue-Hammond avec ses sons particulièrement remarquables. Sur l'image ici, on voit un orgue-Hammond avec une cabine Leslie qui ajoutait à la légende en utilisant des haut-parleurs tournants qui ajoutaient un effet trémolo incroyable au son de l'orgue-Hammond. Écoutez ce son d'un tube de la fin des années 60 qui s'appelait Whiter Shade of Pale de Procol Harum. Mais Hammond ne s'est pas contenté de son orgue, il a aussi inventé avec des amis à lui le Novachord, un vrai synthétiseur électronique qui ressemblait à ça. Ça, c'est un synthétiseur électronique qui utilise des lampes électroniques, des capacités, c'est-à-dire des condensateurs, des résistances, des bobines d'inductance, etc., etc., tout ce qui était disponible en fait à l'époque en termes d'électronique. Et tout ça en 1939. Et il développa également dedans des concepts très modernes qui sont toujours utilisés aujourd'hui, tels que les générateurs d'enveloppes, les filtres de formant et d'autres idées remarquables telles que les multi-oscillateurs et la synthèse soustractive. Et en plus, il était polyphonique, c'est-à-dire que vous pouviez jouer des accords sur le clavier et entendre des sons qui ressemblent à des violons avec une qualité tout à fait remarquable pour l'époque. Mais malheureusement, son prix, ses réglages, oui, parce qu'il y avait quand même 12 oscillateurs qui devaient rester accordés et ça, c'était quand même un sacré challenge à ce moment-là. Et puis surtout, la Seconde Guerre mondiale qui créait un manque d'approvisionnement des composants. Toutes ces raisons l'ont empêché d'obtenir le succès et la gloire qu'il aurait mérité. Oui, parce que quand même, écoutez ce qu'il était capable de faire il y a plus de 80 ans déjà. Mais comme des nouvelles technologies évoluaient basées sur l'électricité et l'électromagnétisme, d'autres inventeurs ont commencé à utiliser une nouvelle technologie, les bandes électromagnétiques qui permettaient d'enregistrer et de stocker n'importe quel son sur un petit morceau de bande magnétique. La première personne à faire ça a été Harry Chamberlain, aux alentours des années 50. Bien que c'était relativement impressionnant pour l'époque, il n'a pas eu beaucoup de succès, probablement parce que Chamberlain voulait l'utiliser exclusivement pour de la musique classique, et son audience n'était pas prête pour ça. Il faut noter également que Chamberlain a aussi inventé la première boîte à rythme qui utilisait également des bandes magnétiques en 1949. Ça s'appelait le Rhythmate. Mais l'idée d'utiliser des bandes magnétiques devait renaître une quinzaine d'années plus tard au Royaume-Uni sous le nom du mélotron. Là encore, des simples instruments comme des flûtes, des violons ou même des voix de chœur pouvaient être enregistrés note par note sur des petits morceaux de bandes magnétiques et rejoués en appuyant sur la touche d'un clavier. C'était un appareil assez compliqué
compliqué à fabriquer, mais ça a quand même déclenché beaucoup d'intérêt chez les nouvelles générations de musiciens, notamment les Beatles et bien d'autres groupes de pop-rock de l'époque. Ici, on voit un schéma simplifié de la partie mécanique utilisée pour chaque touche du clavier pour régénérer des sons préenregistrés note par note. Ça explique aussi pourquoi c'était relativement fragile et susceptible de tomber en panne. Voici un exemple bien connu d'utilisation du mélotron dans les années 60. Mais retournons à la théorie de Fourier et à l'utilisation de l'électronique pour créer des nouveaux sons et donc de nouveaux instruments. Vous vous rappelez le thérémine, premier instrument électronique. Comme déjà dit, son inventeur avait été envoyé par Lénine pour un peu frimer à l'étranger, et cela incluait un voyage à New York en 1928. Ces démos furent plutôt bien reçus, et il fit même un deal avec RCA, la société américaine, pour fabriquer et distribuer le thérémine dans les US. Mais pour différentes raisons, et en particulier la crise économique de 29, commercialement, ce fut un échec. Mais dans les années 50, le projet fut remis au goût du jour grâce à un magazine de design électronique qui offrait le schéma d'un appareil similaire au thérémine. Et c'est là qu'un jeune étudiant passionné d'électronique, qui s'appelait Bob Moog, ou Moog, enfin, bon, alors, soyons clairs, la femme de Bob Moog préférait qu'on l'appelle Moog. Et d'ailleurs, la moitié de sa famille prononçait son nom comme ça, Moog, mais l'autre moitié prononçait Moog. Bon, finalement, pour faire plaisir à sa femme, Bob Moog demandait qu'on prononce son nom Moog. Voilà, moi, je pense que lui, en fait, s'en fichait un peu. Bon, moi, j'ai pendant des années prononcé Moog, donc vous étonnez pas, dans cette présentation, Moog ou Moog, ça représente la même personne. Bref, Bob voit les schémas du thérémine dans le magazine, il construit son propre prototype, améliore un petit peu le design à son goût, et pour se faire un petit peu d'argent, se met à vendre des kits basés sur son schéma. Et ça rencontre un certain succès pendant qu'il était étudiant à l'université de Columbia. Et il décide alors de créer carrément sa petite société, et grâce à son esprit créatif, se rend compte que ça serait bien de générer plus d'un seul type de son, comme le thérémine, mais au contraire de pouvoir faire varier ces sons, d'en créer plein d'autres, et avec des effets derrière, etc., etc. Et pour chacune de ces nouvelles caractéristiques, il va créer des petites cartes électroniques. Ces cartes électroniques, aussi appelées modules, incluaient tout un tas d'idées, soit de lui, soit d'autres inventeurs précédents, et allaient devenir une référence pour tous les constructeurs de synthétiseurs par la suite. En attendant, Bob Moog empilait les modules jusqu'à ce que ça devienne le mastodonte que vous voyez sur la photo de gauche, le Moog Modular. Alors pour l'anecdote, le petit jeune homme que vous voyez sur la gauche n'est autre que Hans Zimmer, le compositeur de musique de film. À droite, c'est Joe Zawinul qui, lui, est sur un autre synthétiseur modulaire. Parce qu'en effet, à peu près à la même période, un autre inventeur américain, Alan Robert Perlman, qu'on appelait donc aussi ARP par ses initiales, ou ARP, a construit son premier synthé modulaire, avec des idées différentes mais similaires. À noter qu'un autre inventeur américain, Don Buchla, avait créé sa Buchla Box, qui était aussi un synthé modulaire. En fait, il avait même commercialisé le premier synthé modulaire une année avant que Moog le fasse avec son Moog Modular. Quelques années plus tard, une autre société, EMU System, basée en Californie, commençait à produire leur EMU Modular System, mais ils sont surtout connus pour leurs samplers. Mais même si la Buchla Box ou le EMU Modular System ou l'ARP d'Alan Perlman étaient connus de quelques musiciens geeks et autres spécialistes, c'est le design de Moog qui finalement allait introduire le concept de synthétiseur au grand public. Et on va voir comment maintenant. C'est passionnant, non? Bob Moog donc vendait son invention carte par carte, module par module, et l'une de ses clientes, Walter Carlos, oui, alors bon, je sais, Walter, c'est un prénom un peu bizarre pour une femme, mais à l'époque, officiellement, c'était un homme, et donc elle s'appelait Walter, et elle est devenue, une dizaine d'années plus tard, officiellement et publiquement, Wendy Carlos. Bref, Carlos était une bonne pianiste et organiste, et elle composait également, et elle était très inventive, elle aussi, curieuse sur les technologies de pointe, en particulier l'électronique, mais bon, elle avait pas beaucoup de sous. Donc, petit à petit, elle achetait des modules de Moog pour créer son propre appareil musical, son propre instrument. Finalement, elle entra en contact avec Moog et lui donna des tas d'idées pour améliorer ou ajouter des performances à son modular system. Et Moog était très réceptif à tout ça. Tant et si bien qu'il finit par prêter un de ses synthés modulaires pour que Carlos puisse continuer à évoluer et faire évoluer l'appareil lui-même. Et c'est là que Carlos eut l'idée d'utiliser ce synthé modulaire pour jouer des œuvres de Bach et utiliser le synthé pour jouer tout
tous les instruments. Le problème, c'est qu'il y avait non seulement plusieurs instruments à jouer en même temps, mais en plus, il devait jouer des accords. Donc tout ça, ça voulait dire plusieurs notes jouées en même temps. Or, le synthé de Moog était monophonique. Donc, elle construisit pour elle-même un magnétophone multipiste pour pouvoir enregistrer chaque note de chaque instrument et les rejouer ensemble, chacune avec leur propre son, leur propre timbre. C'était évidemment un travail titanesque, mais après avoir enregistré son premier morceau de Bach, elle le fait écouter à une amie à elle, Rachel Elkind. Et Elkind trouve ça formidable, elle lui dit « Mais tu devrais faire un album complet avec plein d'œuvres de Bach comme ça. Moi, je connais des gens chez CBS et ils pourraient produire cet album. » Carlos se met donc à travailler sur l'album pendant plus d'1 an, et une fois terminé, elle vient de proposer ça à CBS. Bon, qui sont pas hyper enthousiastes, mais qui se disent, bon, après tout, pourquoi pas, ça fait partie des choses un peu ésotériques qu'on fait, on va produire l'album, on en vendra peut-être quelques milliers. Mais contre toute attente, l'album se vend très bien. Il se vend même plus d'1 million d'albums, ce qui pour l'époque, et en particulier pour un album classique, était un record, et serait même considéré encore aujourd'hui comme un sacré succès. Et donc, tout d'un coup, non seulement les musiciens, mais le grand public lui-même découvrait ce nouvel instrument, capable de jouer à peu près n'importe quel type de son, et qui ouvrait donc un champ de créativité musicale incroyable. Écoutons un extrait avec tous ces différents sons d'instruments. Bon, alors bien sûr, certains adoraient, trouvaient ça génial, d'autres plus conservateurs n'aimaient pas ou carrément détestaient, mais en tout cas c'était une grosse surprise pour tout le monde parce que personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi musicalement riche. Tout ce qu'on avait entendu jusqu'à présent avec la musique électronique, c'était très abstrait, même si ça s'appelait de la musique concrète. Enfin bref, c'était vraiment très très différent. Et donc ce fut vraiment un grand choc pour le grand public. Pour vous montrer la versatilité de l'instrument, j'ai joué quelques mesures, toujours les mêmes, de tableaux d'une exposition de Mussorgsky en référence à l'album d'Emerson, Lake and Palmer. Donc c'est toujours les mêmes notes, mais jouées avec différents sons qui sont joués sur une émulation, mais qui est assez proche de l'original, c'est-à-dire du synthé modulaire de Moog. Écoutez. Bon, alors, comme déjà dit, le Moog Modular n'était pas le seul synthé modulaire à cette époque. ARP avait fait un produit similaire, même si c'était différent, qui a été par exemple utilisé par le groupe de rock les Who, et son compositeur principal, Pete Townshend, le guitariste. Mais Townshend, il voulait jouer des accords pour une nouvelle chanson qui s'appelait We Won't Get Fooled Again, et l'ARP, comme le Moog Modular, était monophonique. Et donc, il a décidé d'utiliser un orgue électrique pour jouer les accords,
et envoyait la sortie de l'orgue vers l'entrée du synthé ARP pour créer deux effets. Un effet rythmique et un effet qui changeait le son dans le temps, c'est-à-dire qui faisait évoluer dans le temps. Bon, au départ, Townsend a utilisé un synthé EMS et ensuite il a switché pour un synthé ARP. Il a également utilisé un orgue Lorey, mais pour la démo que vous allez entendre maintenant, je vais utiliser des émulateurs de l'orgue Hammond et de l'ARP 2600. Bon, bien sûr, tous les sons que vous entendez, des chansons que je reproduis, ils ne sont pas exactement les sons des originaux, mais c'est essentiellement parce que j'applique pas les mêmes paramètres de mixage ou de mastering qu'en production, évidemment. Mais en gros, ça vous donne une bonne idée de comment ces sons ont été créés. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, l'ARP crée ce rythme quand on joue les accords sur l'orgue et il module également un filtre passe-bas qui crée ce mouvement qui périodiquement enlève et rajoute des fréquences hautes des harmoniques. Une modulation, dans le jargon des synthés, c'est une variation d'un paramètre donné. En général, c'est commandé par un oscillateur basse fréquence, ce qu'on appelle un LFO, et le paramètre, ça peut être la hauteur d'une note, donc ça crée un vibrato, ou ça peut être son amplitude, et à ce moment-là, ça crée un trémolo, ou dans le cas ici qu'on a entendu, ça module la fréquence d'un filtre passe-bas. En fait, ça peut être n'importe quoi, et c'est un outil extrêmement puissant pour faire évoluer les sons au cours du temps dans un synthétiseur. Et donc, les modulations sont vraiment clés pour faire varier les sons dans tous les synthétiseurs modernes. Ok, bon, donc maintenant, le grand public savait qu'il y avait un nouveau type d'instrument avec des possibilités énormes qui existaient pour créer des sons et même des instruments et de la musique. Mais le problème, comme toujours, c'était que cet instrument était très gros, difficile à programmer et puis très cher. Cette étincelle créée par le Moog Modular avait besoin d'un explosif pour devenir le succès que tout le monde attendait. Et donc, après avoir vendu quelques dizaines de son synthé, Moog, et en particulier ses ingénieurs, sentaient qu'il fallait faire quelque chose pour éviter de se retrouver au chômage. Ils échangeaient avec des gens comme Walter Carlos, Keith Emerson et d'autres artistes, et finalement arrivèrent à la conclusion qu'il fallait un design beaucoup plus petit, qui inclurait les caractéristiques les plus fondamentales du gros dinosaure qu'était le Moog Modular, sans la complexité de la programmation, la taille et le prix de la bête. Et après plus d'un an de développement et plusieurs prototypes, ils allaient enfin trouver le produit qui cochait toutes les cases. Le Mini Moog. Et ça ressemblait à ça. Et dans ce design relativement simple, toutes les principales fonctionnalités du gros Moog Modular étaient là. Et ce fut évidemment un gros succès, en particulier commercial, ce qui déclencha l'intérêt de plein de sociétés américaines, européennes, japonaises qui allaient créer leurs propres synthétiseurs. Et maintenant, non seulement les compositeurs étaient capables de créer une nouvelle musique, mais aussi de créer leurs propres instruments, c'est-à-dire leurs propres sons pour découvrir des nouveaux styles musicaux. En particulier dans les nouveaux genres de musique électronique, c'était plus simplement les mélodies, les accords, les progressions harmoniques, mais c'était surtout les sons qui devenaient intéressants et qu'on pouvait faire évoluer à l'intérieur d'un même morceau. Et le plus gros travail des compositeurs de musique électronique, ou utilisant des instruments électroniques, ne consistait pas simplement à composer des mélodies, mais surtout à préparer des sons tels qu'ils pouvaient être joués, soit au studio ou soit carrément dans des concerts live. Mais pour en revenir au Mini Moog, ce qui est incroyable, c'est de constater que son architecture, plus de 50 ans après, reste applicable même dans les synthétiseurs les plus modernes. Ici, on a un des synthétiseurs les plus puissants et versatiles du marché aujourd'hui, Pigments d'Arturia, et on peut retrouver dans Pigments, évidemment au milieu de fonctionnalités plus modernes, les mêmes briques de base que dans le Mini Moog. Et c'est vrai pour la plupart des synthés aujourd'hui, qu'ils soient hardware ou logiciels. Regardons rapidement un petit peu en quoi consistent ces briques de base. Tout d'abord, une section de réglage globale qui sert à accorder en particulier le synthé dans sa généralité, et puis ensuite la source proprement dite, ou les sources proprement dites du son, c'est-à-dire ce qu'on appelle les oscillateurs, qui, comme on va le voir, ou plutôt entendre, peuvent s'accorder de manière légèrement différente, ce qui a des effets très intéressants au niveau du son, comme on le verra plus tard. Ensuite, on peut définir le type d'oscillateur qu'on va utiliser,
notamment la forme d'onde, et également comment on va les mixer, c'est-à-dire définir leur volume relatif. Et on peut également leur ajouter d'autres sources de son, telles que par exemple un générateur de bruit. La section suivante, une section très importante, c'est la section des filtres. Filtrer, ça veut dire enlever, à partir d'un son riche en harmoniques, enlever certaines de ces harmoniques pour créer un son complètement nouveau avec un timbre différent. C'est un procédé qu'on appelle la synthèse soustractive, puisqu'on enlève des harmoniques. Et bien sûr, il y a le générateur d'enveloppe qui existait déjà dans le Novachord de Hammond et qui permet de définir la forme de l'onde, c'est-à-dire la manière dont son amplitude ou son volume va progresser dans le temps. Par exemple, définir si on va avoir une attaque rapide comme dans une percussion ou si on va avoir une attaque lente comme dans une nappe de son qui va progressivement augmenter son volume lorsqu'on appuie sur une touche du clavier et qui va également redescendre lentement son volume quand on va relâcher la touche. Et enfin, on a les sections de modulation et de sortie qui aident à dynamiquement modifier la forme du son au cours du temps. Toutes ces sections se retrouvent donc en général dans les synthés modernes. Et pour conclure cette première partie de l'histoire des synthés, j'ai recréé un extrait d'une des œuvres les plus iconiques d'un groupe non moins iconique qui s'appelait Yes, groupe de rock progressif des années 70 qui faisait un usage très évolué des synthés de l'époque. Pour ça, j'ai utilisé une émulation du Mellotron et d'un Minimoog qui était utilisé par Rick Wakeman dans le second mouvement de l'album Tales from Topographic Oceans. Même si Hammond avait créé un instrument polyphonique, vous vous rappelez le Novachord, le premier synthé polyphonique vraiment populaire a été le Yamaha GX1 en 1973. En fait, c'était plus un orgue qu'un synthétiseur, mais il a eu pour effet de redéclencher un intérêt pour les fabricants de synthétiseurs de s'attaquer à des conceptions de synthétiseurs polyphoniques. Mais après le GX1, la vraie star qui est arrivée à ce moment-là, c'est le Prophet 5 de Dave Smith, qui proposait 5 voix de polyphonie, donc 5 touches qu'on pouvait jouer en même temps pour jouer des accords, mais surtout, il intégrait un microprocesseur. Dave n'était pas seulement une personne simple et modeste, mais c'était aussi un génie qui a participé ou même inventé lui-même quelques-unes des étapes les plus importantes de la synthèse musicale. L'une d'elles était le MIDI, un protocole à la fois logiciel et matériel qui permettait de faire communiquer ensemble tous les synthés et tous les éléments autour des synthés tels que des claviers ou des ordinateurs, quelle que soit leur marque et leur nationalité. Ce n'était pas simplement un challenge technique, mais c'était surtout un challenge politique, parce qu'il est très rare de voir une telle union se mettre en place dans un marché aussi compétitif qu'il était à l'époque, et qu'il est encore d'ailleurs. Et tout ça a été rendu possible grâce à Dave et à d'autres stars du marché comme Tom Oberheim ou Ikutaro Kakehashi de chez Roland au Japon, et puis bien d'autres bien sûr, mais tout ça sous l'impulsion de Dave. En plus d'être compatible MIDI et polyphonique, le Prophet 5 permettait de sauvegarder ses réglages grâce à son microprocesseur. Et ça, c'était une première, en tout cas pour des synthés populaires comme le Prophet 5. Par exemple, un musicien devait mémoriser ou prendre des notes de toutes les positions des boutons dans le Minimoog pour recréer le même son qu'il venait d'inventer pour un morceau donné. Et quelquefois, c'était quand même problématique. D'ailleurs, souvent les musiciens, enfin les plus grands groupes, utilisaient plusieurs Minimoog pendant leur concert, et ces Minimoog étaient préprogrammés à l'avance avec des sons spécifiques. Avec le Prophet 5, on pouvait stocker et retrouver tous les réglages quand on voulait. Et ça, c'était vraiment une révolution. Et en plus, le Prophet 5 sonnait super bien grâce au talent en électronique analogique de Dave Smith. Et toutes ces qualités en firent un succès commercial immédiat. Et en particulier pendant les années dorées de 78 aux années 90 pour les synthétiseurs. Le Prophet 5, comme quelques autres synthés comme le Yamaha DX7 ou le Roland D50, était utilisé dans pratiquement toutes les productions musicales à l'époque. Par exemple, la basse et les accompagnements de Like a Virgin de Madonna, qui était un grand tube de l'époque, avaient été réalisés grâce au Prophet 5. Ça ressemblait à quelque chose comme ça.
Et voilà comment on fait un tube, quelques millions d'exemplaires. Bon, avec le talent de Madonna, bien sûr. Malgré son microprocesseur qui permettait de sauvegarder les réglages, la synthèse du Prophet 5 était réalisée par de l'électronique analogique. Mais avec un microprocesseur à bord, c'était quand même tentant de passer à la synthèse numérique, et pas seulement d'utiliser le microprocesseur et ses circuits périphériques de mémoire et autres pour stocker et retrouver des pré-réglages. On pouvait également penser à utiliser cette technologie numérique pour stocker des échantillons de sons, c'est-à-dire ce qu'on appelle des samples ou encore des enregistrements numériques de sons qu'on peut ensuite rejouer avec un ordinateur ou un microprocesseur. Et ce sont des sociétés comme Fairlight ou EMU qui faisaient ça à la fin des années 70. Mais elles n'eurent pas beaucoup de succès, au moins commercialement, parce que c'était des solutions plutôt chères et pas à la portée de n'importe qui. Une autre société, PPG, créée par l'allemand Wolfgang Palm, utilisait également des samples numériques, mais les organisait en tables, créant ainsi ce qu'on appelait les tables d'ondes, ou wave tables. Bien que Max Matthews avait inventé le concept en 58 sur un gros ordinateur, cette fois-ci c'était disponible dans l'instrument lui-même. L'idée était de partager un seul enregistrement en plusieurs samples, en plusieurs échantillons sonores. Chacun de ces sous-échantillons était stocké dans une table indexée, ce qui permettait plus de flexibilité pour éditer, c'est-à-dire modifier les sons en question. Et c'est encore aujourd'hui très utilisé dans les synthés modernes, mais on en reparlera un peu plus tard. Bien. Jusqu'à présent, on a parlé des synthèses analogiques additives et soustractives, des synthèses analogiques modulaires et des synthèses numériques, samples et wavetable. Au début des années 80, la société japonaise Yamaha a eu l'idée d'utiliser une méthode analogique appelée modulation de fréquence ou FM et de la convertir au monde numérique, c'est-à-dire en calculant des formes d'ondes au lieu de les créer avec des composants analogiques. La FM avait été inventée depuis pas mal d'années et était déjà utilisée dans les équipements de radio, mais pas pour faire de la musique. Enfin, bon, il y avait une exception dont on va reparler dans quelques minutes. Et contrairement aux synthèses analogiques qu'on a déjà vues, où quelques composants électroniques créaient une forme d'onde qui était ensuite filtrée et modulée, l'idée de la synthèse FM, c'était de simuler 2 oscillateurs par son et de connecter l'entrée du deuxième oscillateur sur la sortie du premier, comme montré sur le diagramme ici à gauche. On appliquait aussi un gain ici appelé bêta qui était appliqué sur la sortie de l'oscillateur modulateur, et en fonction de ce gain, on obtenait des résultats qui étaient similaires à ceux qu'on voit sur le diagramme à droite. Ce résultat était intéressant parce que ça permettait d'obtenir plus facilement des formes d'ondes qui étaient un peu plus difficiles à obtenir avec les structures d'oscillateurs classiques comme utilisées dans les techniques de synthèse qu'on a vues. En particulier, ça pouvait générer des inharmoniques, c'est-à-dire des harmoniques qui n'avaient pas nécessairement des fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Et donc, ça créait des timbres particuliers de manière très naturelle. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si vous tapez sur une cloche, le son ou le timbre sera très particulier, va varier beaucoup au cours du temps, par opposition par exemple à un orgue où le son ne varie pas tant qu'une touche est pressée. Cet effet métallique ou cet effet de cloche est très naturellement généré par la FM. Bon, je donnerai plus de détails techniques et d'exemples dans les petites vidéos associées qui sont dans cette même playlist. En tout cas, ces sons particuliers du DX7 en ont fait l'un des synthétiseurs les plus populaires, utilisés pratiquement dans tous les morceaux, musique de film ou pub pendant les années 80-90. Mais avant d'écouter un exemple typique de l'utilisation du DX7, il faut absolument que je vous parle d'une autre icône de l'histoire de la synthèse musicale, le synclavier. La première version du synclavier a été développée aux alentours des années 78 au Dartmouth College dans le New Hampshire. Il utilisait les principes de synthèse FM licenciés par Yamaha et additive. Bon, c'était plus un projet d'étude que juste un instrument de musique et donc c'était particulièrement compliqué à utiliser. Mais une société, New England Corporation, a quand même été créée pour produire et le vendre, essentiellement à d'autres universités. Bon, c'était pas un gros succès. Mais une seconde version, nommée de manière très appropriée Synclavier 2, fut développée et elle était un peu plus ergonomique et eut donc un peu plus de succès, malgré son prix qui pouvait aller jusqu'à 200 000 $ en fonction des options quand même. Donc pour résumer, c'était un des synthés les plus puissants jamais construits, mais il était très cher et difficile à programmer. Cela dit, il a probablement influencé pas mal des designers de synthés par la suite. Mais une autre raison de parler de ce synthé est l'histoire incroyable que j'ai découverte d'ailleurs il y a seulement
pendant quelques années, qui lie ce synthé à l'une des chansons les plus populaires de l'album le plus populaire de la musique pop de tous les temps. Voici donc cette histoire. En 81, New England Corporation décide de produire un album qui contiendrait des démos des sons du synclavier. L'album s'appellera The Incredible Sounds of Synclavier 2. Voici un extrait de cet album. Écoutez particulièrement le deuxième exemple de son qui est joué. Si vous êtes un tout petit peu familier avec le son des années 80, vous avez sans doute reconnu Beat It de Michael Jackson, qui avait été réalisé officiellement en 83. Or, cet album de démo datait de 81. Pour en avoir le cœur net, j'ai essayé de dupliquer ce son avec une émulation très proche de l'original du Synclavier 2 par Arturia, et j'ai ajouté un peu d'équalisation. La raison pour laquelle le son est très proche, c'est qu'en fait, le Synclavier était numérique, avec une espèce de microprocesseur à base de composants de logique électronique. Qui dit microprocesseur dit langage de programmation, et donc Arturia a pu reprendre ce langage de programmation pour le traduire dans un langage moderne et en faire son plugin qui est très proche de l'original. Et donc, non seulement le son, mais les notes d'introduction d'un des morceaux les plus populaires de tous les temps étaient une pure copie d'un morceau de démonstration. Bon, évidemment, Michael Jackson n'était pas au courant, il pensait que c'était un de ses membres du staff qui avait joué ces notes-là. Et donc, quand il a appris que ça faisait partie de cet album, il a proposé à l'auteur, Danny Yeager, de venir participer à son prochain album, qui était l'album Bad. Bon, pour être honnête, les sons de la version finale étaient bien meilleurs encore que ça, grâce au talent de Michael Jackson et de ses ingénieurs du son. Pour des raisons de copyright, je ne peux pas vous les faire écouter, mais bon, je pense que vous les connaissez. Bref, donc le synclavier était en avance sur son temps, il utilisait la synthèse additive, la synthèse FM pour générer des sons, mais la vraie star de l'époque qui a vraiment rendu populaire la synthèse FM, comme déjà dit, c'était le Yamaha DX7. À titre démonstratif, j'ai recréé un des milliers d'exemples d'utilisation des sons du DX7 dans des morceaux populaires ou dans les bandes son de films des années 80. Voici la ligne de basse du tube du film Top Gun, Take My Breath Away par Berlin. Là encore, je vais utiliser une émulation par Arturia du DX7 qui était, comme déjà dit, un synthé complètement numérique. Donc cette émulation est encore une fois assez proche de l'original. Mais le DX7 n'a pas été la seule star pendant les années d'or des synthétiseurs. Des sociétés telles que Roland, Oberheim, Korg et d'autres ont produit des grands synthés durant cette époque, dont je vous laisse découvrir certains des thèmes les plus iconiques. Donc, à la fin des années 80, la tendance était plutôt de fabriquer des synthés numériques. La synthèse elle-même ne faisait pas beaucoup de progrès parce que les synthés hardware manquaient de puissance. Les ordinateurs, d'un autre côté, devenaient de plus en plus puissants. Et pour la première fois, un ordinateur était capable de fabriquer de la synthèse granulaire. Bon, mais qu'est-ce que c'est que la synthèse granulaire? Bah, c'est quelque chose qui a été inventé en 1956. Ouais, vous vous rappelez, c'est à peu près l'époque où les inventeurs fous de synthèse jouaient avec les bandes magnétiques. Ils enregistraient à peu près n'importe quoi pourvu que ça fasse du bruit. Ils coupaient et recollaient des bouts de bandes magnétiques, les réorganisaient pour faire en sorte que ça sonne mieux, ou pas d'ailleurs, comme montré dans ces diagrammes. Ça s'appelait la musique concrète. Un des papes de cette technique était Yannis Xenakis, qui quelquefois obtenait des résultats assez intéressants, enfin la plupart du temps quoi. Mais c'est seulement 30 ans plus tard que les ordinateurs eurent suffisamment de puissance pour pouvoir faire numériquement ce que Xenakis faisait avec des ciseaux et des bandes magnétiques. Et maintenant, bien sûr, toutes ces techniques peuvent être implémentées facilement dans un PC.
La synthèse granulaire est une technique très puissante. Je vais vous faire écouter l'un des exemples d'utilisation de cette technique. Ici, on va jouer un sample de piano avec des accords et la synthèse granulaire va couper ce sample en petits morceaux appelés grains avec différentes densités et on va voir ce qui se passe. Voilà, c'était juste un exemple d'application de la synthèse granulaire. J'en décrirai d'autres dans les vidéos techniques qui sont dans la playlist. En 88, les ordinateurs n'étaient pas accessibles ni suffisamment puissants pour la plupart des musiciens. C'est alors que Korg décida de créer un instrument qui permettrait de faire tout depuis le design du son jusqu'à l'enregistrement de séquences musicales, un concept qui allait devenir la Music Workstation. Le Korg M1 était né. Un concept similaire qui s'appelait le Prophet VS avait été développé par Dave Smith et on en reparlera dans quelques minutes. En gros, le M1 combinait des caractéristiques qui n'étaient pas uniques, mais sauf qu'elles étaient dans un seul instrument. Avec ça, vous étiez capable de simuler des instruments réels, mais aussi d'ajouter des sons synthétiques complètement nouveaux. Son succès fut énorme et il devint tout simplement le synthé le plus populaire jamais construit. Écoutons quelques-unes de ses démos. Quelques années plus tard, Dave Smith, qui avait été embauché par Korg pour prendre la direction de leur département recherche-développement, créait la Wavestation, une autre workstation qui était basée sur une technologie que Dave avait développée avec sa propre société sous le nom Prophet VS. Cette technologie, qui s'appelait la Vector Synthesis ou synthèse vectorielle, ça permettait de combiner jusqu'à 4 paramètres ou 4 formes d'ondes en temps réel avec un joystick et en même temps une séquence de samples qui pouvaient être combinés pour créer des sons relativement complexe, comme vous pouvez l'écouter sur ce petit morceau. Donc tout ce que vous venez d'entendre pouvait être réédité, réarrangé, y compris les patterns rythmiques que vous entendez, tout ça dans un seul preset. Et on en arrive aux années 90. Grâce à des processeurs de plus en plus puissants, une autre technique de synthèse allait être développée et implémentée par Yamaha dans son synthétiseur VL1. Cette technique, appelée modélisation physique, consistait à simuler avec des équations mathématiques toutes les caractéristiques de vrais instruments. Par exemple, vous prenez une trompette, vous analysez le flux d'air qui va de la bouche du musicien à travers tous les tuyaux et les pistons de la trompette, et vous prenez en considération les caractéristiques métalliques de l'instrument et recréer avec tout ça des fonctions mathématiques. Même chose avec un violon, d'ailleurs, où vous pouvez analyser les vibrations des cordes, les simuler, et en fonction de comment l'archet va frapper les cordes, déterminer le type de vibration que ça va générer, et bien sûr tout ça en prenant en compte les résonances du corps en bois du violon.
Bon, une technique assez complexe, quoi. Mais elle a été améliorée au cours des années et je ne peux pas résister au plaisir de vous faire écouter ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec un simple plugin dans un PC. Impressionnant, non? Enfin bref, vers le milieu des années 90, il est arrivé quelque chose qui arrive quasiment chaque fois qu'une nouvelle technologie plus moderne arrive. Certaines personnes ont commencé à se plaindre que les nouvelles générations de synthés numériques manquaient de chaleur, ne sonnaient pas aussi bien, et blablabla, et blablabla. Pas de problème, disent les fabricants de synthés, on va simuler les grands-parents. En d'autres termes, certains fabricants ont choisi de calculer et d'émuler les sons des générations passées et de dupliquer leurs petits défauts et leurs constantes non linéaires qui, apparemment, manquaient de la chaleur et du charme de ces vieilles machines. Parmi ces nouveaux venus, il y avait le Korg Prophecy et le Nordlive de Clavia, qui ont eu un certain succès en recréant les sons de leurs ancêtres analogiques. Bon, pour être honnête, en 2024, tout ça est fait parfaitement par tout un tas de plugins logiciels. En parlant de logiciels, avant la fin des années 90, Dave Smith, encore lui, créait un synthé complet sur un PC pour la première fois. Bon, c'était pas le synthé qui sonnait le mieux du monde, hein, et puis il n'était pas très ergonomique, comme vous pouvez remarquer, mais à ce moment-là, c'était quand même impressionnant d'avoir tous ces sons disponibles sur un PC. Voici un échantillon de quelques sons disponibles à l'époque. Bon, évidemment, les PC et leurs logiciels ont considérablement évolué depuis ces années-là. Les PC et les Mac ont multiplié leurs performances par 1000 depuis le milieu des années 80, à la fois en termes de puissance de calcul et de taille mémoire. Mais il n'y a pas eu tellement de nouvelles techniques développées en termes de synthèse musicale. Les logiciels, et en particulier les synthés logiciels, ont simplement amélioré leurs performances, et les synthés modernes utilisent maintenant plusieurs types de synthèse, incluent pas mal de filtres, des effets de son, genre reverb, delay, etc., des oscillateurs, des séquenceurs, des arpégiateurs, etc. Et on peut finalement créer à peu près n'importe quel son basé sur ces nouvelles technologies. Pigments Arturia est un exemple. Bon, je tiens à dire quand même que je ne suis pas lié de quelque manière que ce soit avec cette société et j'ai payé pour ces plugins. Mais comme vous l'avez compris, j'aime bien ce qu'ils font. Par exemple, leur synthé vedette Pigments est capable de recréer des sons à l'ancienne, mais aussi des sons très modernes. Ils ont fait d'ailleurs une excellente démo où je trouve que l'adéquation entre le visuel et l'audio est particulièrement réussie. Regardez et écoutez.
Ok, pour terminer cette présentation, j'aimerais jouer un petit jeu avec vous. On va créer une petite séquence musicale très basique, qui est un remix en fait d'une vieille série de films. Et pour ça, je vais utiliser différents sons et chaque son utilisant une technique de synthèse différente. J'irai pas très loin dans les détails techniques, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des petites vidéos courtes dans cette playlist. Alors, prêt à deviner de quelle série de films il s'agit ? Qu'est-ce qu'on s'amuse. Le premier son utilisé sonne comme une séquence de percussion, mais en fait, il est fait à partir de bruit blanc. Vous savez, le tch. Encore une fois, pour les détails, vous pouvez aller voir les vidéos courtes de la même playlist. Le deuxième son, c'est pareil, sauf qu'il utilise des oscillateurs virtuels analogiques, vous savez, comme le Minimoog. Le troisième utilise une wavetable et puis quelques autres petits trucs. Le quatrième utilise un son de base mais avec un séquenceur. Les cinquième et sixième sons utilisent synthèse additive et granulaire. Le septième est une espèce de cuivre basé sur une basse FM. Et le dernier son sera utilisé pour jouer le thème. Et quand on mélange le tout, ça donne ça. Pour résumer, beaucoup de choses se sont passées dans le monde de la synthèse musicale depuis que les Grecs l'ont inventé il y a à peu près 2300 ans. L'avènement de l'électricité, puis l'électronique, a vu des inventeurs très imaginatifs créer des instruments incroyables en utilisant des technologies mécaniques, électromécaniques, électromagnétiques, électroniques et finalement logicielles. Voici une liste de caractéristiques et de fonctionnalités que vous pouvez trouver dans la plupart des bons synthés aujourd'hui. Pas de doute que ça va continuer à s'améliorer dans le futur. En parlant du futur, et quasiment du présent d'ailleurs, il semblerait que l'intelligence artificielle pourrait jouer un grand rôle dans le développement de la musique, entre autres choses. Je vais être optimiste et voir ça comme un nouvel outil qui pourrait augmenter les dimensions de la musique, par exemple en permettant aux compositeurs de définir un style et de composer leurs morceaux avec de l'intelligence artificielle, et ce qui permettrait de générer par exemple plusieurs versions d'une même chanson avec leur style. Leurs fans pourraient alors choisir la version qui leur plaît. C'est juste un exemple d'application, mais de toute façon, je pense que les artistes seront toujours la source et les machines dépendront d'eux et d'elles pour créer.